Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un géant, qui est sur toutes les tables, dans tous les esprits, le sel. Ah oui, le sel. On pense tous savoir, mais derrière cette apparente simplicité se cache en fait une des plus grandes controverses de la nutrition. La question est simple, en apparence, quelle est la vraie relation entre le sel, notre tension et notre santé globale? Et la réponse est tout sauf simple. Exactement. Pour essayer d'y voir plus clair, on a un dossier fascinant. Notre point de départ, c'est la thèse d'un sociologue, Pierre Fraser. Lui, il n'a pas analysé les molécules, mais la manière dont la science en parle, comment les chercheurs se disputent. Ce qui est une approche passionnante. Oui, et on va croiser ça avec des revues médicales très récentes sur deux concepts clés, la fameuse sensibilité au sel et les effets, parfois surprenants, d'une diète sans sel sur notre métabolisme. Arrêt ce que la science a solidement établi de ce qui reste un champ de bataille. En gros, comprendre pourquoi les messages de santé publique sont si simples alors que la réalité biologique est un véritable casse-tête. C'est un excellent résumé du défi. Alors commençons par le commencement, la base, ce sur quoi, a priori, presque tout le monde est d'accord. Quelle est la relation prouvée entre sel et tension quand on regarde ça de très très haut? Oui, alors sur ce point-là, la base elle est vraiment solide. Ce que la thèse de Fraser montre très bien, c'est la puissance des études sur d'immenses populations. On parle de combien de personnes à peu près? Des centaines de milliers de personnes, suivies sur des années. Et là, le message est limpide. À l'échelle d'un pays, plus la consommation moyenne de sel augmente, plus la tension artérielle moyenne de la population grimpe. C'est une corrélation statistique quasi parfaite. D'accord. On a par exemple l'étude de Welch et ses collègues qui est citée sur plus de 320 000 personnes. C'est énorme. Ah oui, quand même. Et il confirme cette ligne droite, plus de sel, plus de tension. Et c'est à cause de ces chiffres, qui sont hyper solides, que les autorités de santé du monde entier, elles se battent pour que l'industrie réduise le sel caché partout. Partout, oui. Dans les plats préparés, le pain. Exactement. Il faut dire qu'on en consomme des quantités astronomiques. Les sources le rappellent, la moyenne en Suisse, c'est 9 grammes par jour. En France, on monte à 10, 12 grammes. C'est colossal. C'est colossal quand on pense que notre corps n'a besoin en fait que d'environ 1,5 g pour fonctionner et que l'OMS, elle, recommande moins de 5 grammes. On est très très loin du contre. D'accord, donc là, le tableau semble clair, le sel, c'est l'ennemi public numéro 1. Mais alors si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on en fait toute une analyse aujourd'hui? Pourquoi ce débat fait encore rage? Parce que ce qui est vrai pour une moyenne de 300 000 personnes n'est pas forcément vrai pour la personne qui nous écoute. Ah. C'est le piège classique de la statistique. Quand on zoome, ces grandes études révèlent une dispersion des réponses qui est incroyable. Et c'est ça le cœur du problème. Un concept que les scientifiques appellent la sensibilité au sel de la pression artérielle ou SSPA. La sensibilité au sel, c'est-à-dire que pour la même pincée de sel, on ne réagit pas tous pareil. C'est un peu comme une allergie, mais pour la tension. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. Pour certaines personnes, les sensibles, la tension monte en flèche avec un peu plus de sel. Pour d'autres, les résistants, elle ne bouge quasiment pas. D'accord. Et une étude de 1986, qui fait encore référence, estimait déjà que 51% des hypertendus La moitié. et 26% des gens avec une tension normale étaient sensibles au sel. Et tout indique que ces chiffres ont probablement augmenté depuis. Attendez, 51%, c'est plus d'un hypertendu sur deux pour qui le sel est un facteur majeur. La question saute aux yeux, comment est-ce que je sais si je fais partie de ce club? Et voilà, on touche au nœud du problème. Les sources médicales sont unanimes là-dessus. En pratique, il n'existe aucun test simple et fiable pour le savoir. Aucun. Les protocoles sont des usines à gaz. Il faut hospitaliser les gens, leur faire suivre des régimes extrêmement stricts en sel, puis très riches. C'est lourd, c'est cher, et les résultats sont même pas toujours reproductibles. Mais c'est fou. On nous dit qu'une personne sur deux est potentiellement concernée, mais qu'en pratique, on n'a aucun moyen simple de savoir qui. C'est incroyablement frustrant pour un patient, non? C'est extrêmement frustrant. Et c'est pour ça que la recommandation par défaut devient souvent, dans le doute, baisser le sel. Ce qui semble logique, en apparence. J'entends un mais dans votre voix. La logique serait de dire, ok, puisque c'est compliqué, tout le monde réduit drastiquement sa consommation et on n'en parle plus. Mais j'imagine que là encore, la biologie est un peu plus tordue que ça. Exactement. C'est là qu'on entre dans le paradoxe. Une des sources qu'on a est une analyse de 23 essais cliniques qui pointent un effet secondaire assez troublant d'une restriction sévère en sel.
Lequel? Elle peut aggraver la résistance à l'insuline. Alors là, faut m'expliquer. On essaye de régler un problème, la tension, et on risquerait d'en créer un autre qui est à la base du diabète de type 2. Comment c'est possible? C'est très contre-intuitif, oui. Dans plusieurs de ces études, quand on met des gens à un régime très pauvre en sel, leur niveau d'insuline à jeun augmente, parfois de façon importante. Ah oui. Et le plus déroutant, c'est que cet effet négatif apparaît parfois même chez des gens dont la tension, elle, ne baisse pas. On a donc le revers de la médaille sans la médaille. D'accord. Et on a une idée du mécanisme? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? L'explication principale, c'est que le corps interprète une baisse drastique de sodium comme un signal de stress, une sorte de menace. D'accord. Pour compenser, il active ses systèmes d'urgence. Le premier, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, le fameux SRAA. Le SRAA, ça c'est le grand régulateur de la pression artérielle et du volume d'eau dans le corps. C'est ça, le thermostat central. Parfaitement résumé. Et en parallèle, le corps active aussi le système nerveux sympathique, Le système de l'attaque ou la fuite. celui qui nous fait transpirer avant un examen. C'est lui. Le corps se met donc dans un état de légère alerte permanent. Or, on sait très bien que l'activation chronique de ces deux systèmes, ça peut, à la longue, rendre nos cellules moins sensibles à l'action de l'insuline. Comme si le corps était trop occupé à gérer le stress du manque de sel et devenait un peu sourd aux autres signaux. C'est une très bonne image. Et ce n'est pas tout. D'autres études observent aussi une hausse du mauvais cholestérol ou de l'acide urique. D'accord, donc c'est de plus en plus complexe. Prenons un peu d'auteur. Le but du jeu, ce n'est pas juste d'avoir un bon chiffre sur le tensiomètre. Non, bien sûr. C'est d'éviter les crises cardiaques, les AVC, de vivre plus longtemps en bonne santé. Est-ce que le lien moins de sel égale moins d'accidents cardiovasculaires est aussi solide que le lien moins de sel égale moins de tension? Et là, on touche au cœur de la controverse. C'est le point où le consensus scientifique explose littéralement en vol. Carrément, oui. Plusieurs des plus grandes études observationnelles n'arrivent pas à démontrer une relation simple et directe entre la réduction du sel et la baisse du risque cardiovasculaire pour tout le monde. Ah, Pire encore, certaines études observent ce qu'on appelle une courbe en J. une courbe en J, c'est-à-dire que le risque est élevé quand on en mange beaucoup, il baisse au milieu, mais il remonte si on n'en mange pas assez. Précisément. C'est une image très parlante. Elle suggère que si des apports très élevés sont clairement mauvais, des apports très très bas pourraient aussi être associés à une augmentation du risque. Attendez, si je comprends bien, on nous dit depuis 40 ans de manger moins de sel pour notre cœur, et là, des études majeures suggèrent que manger très peu de sel pourrait être aussi risqué que d'en manger trop. C'est ça. C'est complètement à l'opposé du message habituel. Comment c'est possible? C'est le paradoxe dans toute sa splendeur. L'étude Pure, par exemple, une étude mondiale, a trouvé une augmentation du risque cardiovasculaire en dessous de 3 grammes de sodium par jour. 3 grammes, c'est très bas. Très bas. Et l'étude de Welch, dont on parlait au début, a livré un résultat encore plus spectaculaire. Chez des gens en bonne santé, à faible risque, suivis pendant 7 ans, les chercheurs n'ont trouvé aucune association, ni positive ni négative. Aucune? Aucune. Entre la consommation de sel et le risque de mourir ou d'avoir un accident cardiovasculaire. Et pourtant, dans ce même groupe, le sel faisait bien monter la tension. C'est vertigineux. Ça voudrait dire que la tension n'est qu'un marqueur et que faire baisser ce marqueur à tout prix ne garantit pas une meilleure santé globale pour tout le monde. C'est une des interprétations, oui. On a donc deux camps qui s'affrontent, si je schématise. D'un côté, les experts de santé publique qui regardent les populations et disent « le sel est un poison ». De l'autre, des cliniciens qui regardent les individus et disent « c'est bien plus compliqué que ça ». C'est ça la controverse. C'est exactement ça. Et la conclusion qui émerge de nos sources, c'est qu'il faut probablement penser sur 2 niveaux différents pour s'y retrouver. D'accord, alors essayons de démêler ça. Niveau 1, la santé publique. Au niveau de la santé publique, la stratégie de réduction du sel reste totalement pertinente. Quand une population consomme en moyenne 10 ou 12 grammes par jour, vouloir ramener ça vers les 5 ou 6 grammes recommandés, c'est un objectif logique. C'est une stratégie de réduction du risque à grande échelle. Voilà. Ça ne fera peut-être pas de miracle pour chaque individu, mais en moyenne, ça va dans le bon sens. Donc, moins de sel dans les pizzas surgelées et les plats préparés, ça reste une bonne idée pour la société dans son ensemble. Absolument. Mais, et c'est le niveau 2, le niveau individuel, une politique de restriction universelle et très sévère ne se justifie pas. Ah, Pour une personne jeune, en bonne santé, sans hypertension, se lancer dans un régime draconien à moins de 3 grammes de sodium par jour, non seulement ça n'a pas de bénéfice prouvé, mais comme on l'a vu, ça comporte des risques métaboliques potentiels. la modération, donc, pas l'éradication.
Et j'imagine que les efforts de réduction doivent surtout se concentrer sur les plus fragiles. Exactement. La vigilance doit être ciblée sur les populations qui ont le plus de chances d'être sensibles au sel. C'est-à-dire? Les sources sont claires. Les personnes déjà hypertendues, les personnes âgées, les personnes d'origine subsaharienne, les diabétiques et les insuffisants rénaux. Pour ces groupes, le bénéfice d'une modération du sel est bien plus évident. Le rapport bénéfice-risque penche clairement en faveur de la réduction. D'accord. Pour résumer donc, cette histoire de sel est un cas d'école. On a un lien avec la tension qui est solide comme le roc à l'échelle d'une population. Oui, Mais au niveau de l'individu, c'est la réponse personnelle qui prime. Et l'idée qu'un régime très pauvre en sel est forcément l'idéal pour tout le monde, elle est sérieusement remise en question. Le débat n'est pas terminé. loin de là. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, une des sources mentionne une découverte assez récente qui pourrait tout changer. Ah ? Pendant des décennies, on a pensé que le corps gérait le sel de façon très simple. Ce qui entre doit sortir rapidement par les reins, comme une baignoire qui se vide. Oui, logique. Or, on découvre que le corps est bien plus malin. Il peut stocker du sodium pendant des jours, voire des semaines, dans des réservoirs inattendus, comme la peau ou les muscles. Le corps aurait une sorte de compte épargne pour le sel. Il ne vit pas au jour le jour. C'est une très bonne façon de le voir. Et cette découverte, elle fait voler en éclats le modèle simpliste, entrée égale sortie, sur lequel se basent beaucoup de recommandations. Et ça change tout. Ça soulève une question fondamentale. Si notre corps a développé des mécanismes de stockage aussi complexes, n'est-ce pas justement là que se cache la clé pour enfin comprendre pourquoi nous réagissons tous de manière si radicalement différente à cet élément à la fois essentiel et si controversé? C'est peut-être ça la prochaine frontière de cette recherche.